Bonjour Raphaël Thuin, Bonjour. vous êtes directeur des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital. Vous avez lancé l'an dernier le fonds Tikehau European Sovereignty Fund. C'est un fonds centré sur les actions européennes dans la souveraineté européenne. Je vais vous présenter le concept de cette rubrique et je vais vous poser quelques questions. Des images vont apparaître à l'écran et je vais vous demander de réagir. Vous êtes prêts? Prêt. Alors en premier, est-ce que vous pouvez nous parler du contexte de la création de ce fonds? Oui, absolument. Donc on est fin 2023. L'Europe sort plusieurs séquences d'épisodes qui ont mis en lumière sa fébrilité, son manque de résilience, son manque d'autonomie. On va parler de Trump 1.0. Ensuite, on a eu la crise du Covid, finalement la guerre en Ukraine. Et donc en 2023, on sent une forme de prise de conscience des gouvernements autour de cette thématique de la souveraineté, la volonté de rapatrier les chaînes de valeur, de construire de la résilience, de se réapproprier les savoir-faire. L'impression que cette fois-ci, l'Europe souhaite investir et qu'on est peut-être face au tout début d'une forme de méga tendance, source de performance pour l'investisseur. C'est pour ça qu'on a lancé ce fonds et finalement, ça s'inscrit dans une longue tradition chez Tikehau Capital du concept de souveraineté. Vous savez qu'on a une pratique de cybersécurité, d'aérospatiale, défense, de décarbonation. Donc c'était finalement une suite logique de l'appliquer sur l'univers des actions listées. Pouvez-vous nous expliquer la performance de ce fonds depuis la création? Donc c'est un fonds qui a été lancé en 2023, qui a plusieurs ressorts de performance. On a défini 5 thématiques autour de ce concept de souveraineté: l'autonomie industrielle, la compétitivité digitale, la pharmaceutique, la tech, la santé et surtout la défense, qui est la plus grosse part du fonds. Et effectivement, chacune de ces thématiques a contribué à la performance du fonds depuis le lancement. C'est vrai que plus récemment, en 2025, on a beaucoup parlé de la défense. C'est effectivement le plus gros poids du fonds. Il est au centre du jeu, de l'échiquier, on va dire, mondial. D'ailleurs, en parlant de défense, quel impact aura le contexte actuel sur la performance et sur l'allocation du fonds, notamment sur la défense? Alors effectivement, le concept de souveraineté en général et la défense en particulier est incontournable aujourd'hui. On le voit, les gouvernements sont en train de prendre conscience et de réinvestir sur ce secteur de la défense, veulent reconstruire les chaînes de valeur, favoriser les champions nationaux et européens autour de cette thématique de la défense. On parle beaucoup, nous, d'un moment ChatGPT pour la défense européenne. Il y aura probablement un avant et un après début 2025. On se place aujourd'hui sur des montants de capitaux colossaux à déployer sur cette industrie de défense européenne. On peut se projeter sur de nombreuses années devant nous et donc effectivement un potentiel de performance sur le long terme qu'on trouve très attractif. On va parler vraiment d'une méga tendance générationnelle en devenir sur lequel on peut se positionner. C'est-à-dire que vous allez forcément augmenter votre exposition à la défense. Aujourd'hui, on parle évidemment beaucoup de la défense à juste titre, mais demain, on fait aussi le pari que d'autres industries de souveraineté seront probablement au centre du viseur, avec encore une fois une volonté forte des gouvernements, des populations, de renforcer notre résilience, notre autonomie. Donc encore une fois, quand on parle pharma, 80% des ingrédients pharmaceutiques qu'on utilise pour fabriquer les médicaments en Europe viennent de l'étranger. On parle de semi-conducteurs, on parle d'infrastructures. Le jour, si peut-être demain on perd accès à certaines de ces technologies vis-à-vis de l'étranger, on pourra imaginer que ce qui se passe aujourd'hui sur la défense puisse être répliqué sur d'autres industries. Merci. Et dernière question, on parle aussi beaucoup de l'ESG et de la défense. Comment vous intégrez cette dimension dans le process d'investissement? Donc effectivement, l'ESG, c'est un pilier incontournable de notre approche chez Tikehau Capital. Alors évidemment, par des exercices d'exclusion, de gestion, des notations ESG des émetteurs, des controverses. Il y a aussi une volonté d'investir sur du durable. Par prospectus, un minimum de 40% d'investissement durable se trouve dans le fonds. Et puis au-delà de ça, aujourd'hui, lorsque vous investissez dans la souveraineté, vous investissez dans une forme de durabilité de nos économies. Quand vous investissez dans les infrastructures, dans l'électrification, dans les semi-processeurs, dans la mise à niveau de notre grille électrique en Europe, quand vous investissez aussi dans les technologies ou dans la défense, avoir un modèle économique
de croissance durable qu'on puisse défendre aussi avec une défense autonome et résiliente, ça fait partie de l'investissement durable, ça fait partie de l'ESG et c'est pour ça qu'on pense que l'ESG est aussi au centre de cette approche souveraineté. Et le fait de cette dimension ESG, est-ce que ça ne vous exclut pas de certaines lignes dans la défense notamment ? Oui, il faut être très attentif. Il y a beaucoup de travail de fait vis-à-vis de l'activité de certaines entreprises de défense, de la transparence, des controverses potentielles, des clients finaux de certains de ces clients. Donc c'est beaucoup de travail. Mais aujourd'hui, la défense est partie intégrante de la dimension ESG. Et d'ailleurs, elle fait partie des objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc quelque chose à prendre en compte dans son entièreté. Merci Raphaël Thuin. Merci. Alors déjà, j'aime beaucoup ce petit coin, c'est très sympa, mi-bibliothèque, mi-cheminée, on a l'impression d'être dans un mini-château. Votre position sur la défense, Neboucha? Alors, elle est très claire, puisque avant tout, j'aime la France, et ce qui est important, c'est la souveraineté de notre pays. Et effectivement, à partir du moment où on veut que le pays soit souverain, on a besoin d'avoir une industrialisation de celui-ci et d'avoir une économie stable. Et effectivement, on est là pour soutenir justement la France et l'industrialisation de la France, qui est dans l'intérêt de tout le monde. Donc vous portez vos investissements dessus un peu déjà sur le secteur de la défense ou C'est vrai qu'on a un paradoxe sur la loi sur l'industrie verte d'un côté et de l'autre côté le financement de l'économie de guerre. Ouais. On est en économie de guerre. Donc on a beau le dire, le président de la République l'a rappelé à plusieurs reprises. Donc nous, dans nos équipes, surtout sur la partie gestion chez Dauphine AM. Votre société de gestion, le groupe Rétorès, on précise. Chez Rétorès, oui, on a la particularité d'avoir une société de gestion en interne qui est dédiée que pour nous. Donc c'est le point fort du groupe. Et nos analystes et nos gérants ont investi et investissent sur des thématiques sur la défense, surtout sur la partie cybersécurité. Ce qui est point important, un petit peu moins sur les semi-conducteurs. D'accord. Donc pour donner des nuances particulières, des précisions, voilà. Mais toute la partie, justement, comme il le disait dans son reportage sur l'électrification, est un point important. Et ce changement de cette dépendance d'un côté au gaz, russe en changement de mode électrique et de consommation est important pour nos industries. Sur cette industrie, on a vu un basculement assez spectaculaire de l'industrie financière sur son adéquation ou non aux critères ESG. Vous, comment vous voyez ce sujet? Est-ce que cette industrie-là, elle peut réellement faire partie de fonds dits ESG ou responsables? S'il faut redescendre juste d'un cran, si on retire le mot militaire, on reste à industrie dit gouvernance. Donc une entreprise qui est bien gérée avec une bonne gouvernance est beaucoup plus productive. Aujourd'hui, quand on regarde le coût de la fabrication d'une arme en Europe par rapport au coût d'une fabrication d'une arme en Russie, on n'a pas du tout le même coût de l'industrie, du travail, de l'environnement. À partir du moment où on intègre cette notion environnementale, c'est-à-dire comment je traite, comment je recycle, comment je réutilise, on répond à une partie des critères. Il n'y a pas que la taxonomie. Alors Caméra, vous me parliez justement du réemploi de certains dispositifs, notamment des drones. Je trouvais ça assez intéressant. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, je suis membre fondateur du cercle K2 et au cercle K2, c'est un cercle de réflexion. C'est un cercle de réflexion, oui, tout à fait. Ouais. Il y a sans dogme, sans rien. On est vraiment là pour réfléchir et phosphorer ensemble. On a beaucoup de personnes qui sont membres de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale, sur lesquels, quand on échange avec eux sur la partie industrielle, le déploiement en zone de guerre, on voit bien que l'industrie se déplace sur les zones de guerre et conçue pour réutiliser et réparer les engins qui ont été utilisés ou qui ont été abîmés par le conflit. Donc toute cette intégration, elle a été pensée depuis le démarrage. On ne fait pas des produits jetables, on fait des produits réutilisables. Donc ce côté de remploi, de préservation aussi des ressources de la planète prend en compte, parce que c'est un intérêt économique pour tout le monde. Donc il y a une récupération des dispositifs. Au-delà des dégâts environnementaux, il y a une récupération des dispositifs. L'arme fait des dégâts environnementaux, on est bien d'accord, mais les armes sont récupérées et réutilisées. Et ont un cycle de vie plus long. Et on précise que vous parlez des armées françaises. Bien entendu. Ce n'est pas le cas de toutes les armées dans le monde. Merci beaucoup pour cet éclairage. On passe à la...